Je vais juste. C'est parti. C'est parti. Bon, bienvenue à tous donc, pour ce nouveau format des wine talk show donc avec multi intervenants. Alors, manque de chance, on a Cyril Tota malheureusement qui a un petit contretemps qui ne sera pas avec nous ce soir, mais en tout cas il m'a donné sa feuille de route pour poser plein de sujets vibrants et enthousiasmants à Gabriel. Et on aura donc Sylvain Albert de Paris et Christian Scalesi de Toulon, qui sont formateurs chez nous, qui viendront nous faire un petit coucou et apporter leur pierre à l'édifice de la compréhension du fonctionnement de cet organe qui est placé au sommet de notre corps et qui nous, je pense, nous pose un certain nombre de problèmes, nous donne des satisfactions aussi, mais nous donne des problèmes. Donc le sujet de ce Wine Talk Show, c'était le cerveau est-il fiable? On avait fait déjà un échange à ce sujet avec Gabriel l'an dernier. Voilà, donc je vais te laisser peut-être Gabriel te le présenter. Peut-être Justine peut dire un petit mot. Tu te présentes. Oui, et ensuite on rentre dans le vif du sujet. Mais je commence alors. Donc, je m'appelle Gabriel Lépousé, je travaille à l'Institut Pasteur à Paris où je suis chercheur en neurosciences. Et donc, moi, j'étudie dans ce laboratoire beaucoup de processus fondamentaux qui visent à comprendre comment on perçoit le monde extérieur, comment on construit une mémoire, comment on génère une émotion. Et tout ça sous l'angle de la compréhension fondamentale du cerveau, mais aussi de comprendre aussi quand le cerveau dysfonctionne, puisqu'on travaille beaucoup aussi avec des médecins, des psychiatres et des neurologues pour essayer aussi de guérir des problèmes du cerveau. Mais tout ça nous amène à comprendre de manière globale aussi le fonctionnement de notre cerveau. Et notre cerveau, c'est notre outil de travail au quotidien, et en particulier, c'est notre outil de travail quand on déguste. Et quand on déguste un vin, notre cerveau est en pleine ébullition, on va en parler certainement aujourd'hui. Et donc, tout l'enjeu de comprendre son cerveau, c'est de comprendre son outil de travail, de comprendre ses forces, de comprendre ses faiblesses. C'est pour ça qu'on verra aujourd'hui qu'on peut se poser parfois la question de savoir si notre cerveau, dans ses processus, est-ce qu'il est vraiment fiable, ou est-ce qu'il faut essayer parfois de contourner des réflexes ou des processus cérébraux qui nous mènent dans une impasse. Et tout ça, on essaie de l'appliquer surtout à la dégustation et de voir la dégustation du vin et toutes les caractéristiques du vin comme un processus cérébral qui nous amène aussi à comprendre qui on est, comprendre qui sont les autres, et puis aussi à trouver des méthodes pour améliorer notre outil de dégustation, à gagner en confiance, à gagner en plaisir. Je pense que c'est l'objectif ultime. Absolument, tout à fait. Justine. Oui, eh bien, Justine Olivier, je travaille, j'évolue avec Franck et l'équipe Franck Thomas Formation dans le cadre du développement pédagogique de l'école à travers la France. On suit les apprentis qui étudient beaucoup aussi et qui doivent avoir beaucoup de connaissances dans leur cerveau, que ce soit des textes, des écrits, des appellations, mais également de la mémoire liquide. Voilà, j'allais en dire de la mémoire, justement, sensorielle et au sensoriel. On va en parler tout à l'heure. Et je travaille pas mal aussi sur les travaux de recherche sur la dégustation intuitive géosensorielle cette année. Voilà. Donc, c'est toujours très intéressant de pouvoir échanger avec Gabriel sur ces sujets-là qui nous éclairent beaucoup. Et voilà, sachant que Gabriel, voilà, on s'est rencontrés il y a quelques temps et il nous a beaucoup aidé aussi à mettre un cadre scientifique et un cadre de progression dans la dégustation intuitive dans un premier temps et ensuite dans la dégustation géosensorielle. Donc on fera tout à l'heure peut-être un petit focus sur ces deux approches, toi de ton point de vue. Qu'est-ce que ça amène aux pratiques actuelles et comment on vit ça. Mais écoute, moi je voulais peut-être commencer par une première question, c'est voilà, le cerveau, la dégustation du vin, quels sont les dangers, quels sont les a priori, quelles sont les opportunités pour toi, quels sont les points de vigilance et voilà, je te lance le sujet de façon un peu vaste comme ça. Et bien sûr, sentez-vous libres tous de poser des questions dans le chat que je relayerai à Gabriel avec Justine. Alors, on peut commencer par le vin, parce que c'est notre acteur qui nous intéresse au prime abord. Le vin, ce qui est fascinant comme objet et qui peut être aussi une source de confusion, c'est que c'est un objet qui est, du point de vue sensoriel, très complexe. Très complexe parce que c'est un objet qui parle à nos yeux, par la couleur et par tout le contexte de la dégustation. C'est un objet qui va parler à notre nez,
à la fois par la libération d'arômes qui va se passer par le nez quand vous allez sentir le verre, mais aussi par la bouche, par toute la voie rétronasale quand vous allez commencer à avaler le vin. Et puis toutes les dimensions gustatives qu'il y a en bouche. Les dimensions gustatives, j'entends par là les saveurs, salé, acide, amer. On va demander à tout le monde de bien couper le micro de son Zoom pour ne pas être en interférence. Micro et caméra, s'il vous plaît. Ça, pas de problème. Donc, saveurs, sucré, salé, acide, amer, umami. Vous les avez les 5. Voilà une autre dimension. Une dimension de texture. Dimension de texture, j'entends par là la capacité du cerveau à toucher le vin, à sentir l'astringence en particulier, mais tous les développements de texture qui peuvent être de la granulométrie, de la souplesse, de la viscosité, la consistance, tous ces éléments-là. Et au final, si on fait le bilan, le vin parle quasiment à tous nos sens, peut-être exception faite du système auditif, qui n'est pas trop mis en jeu par le vin, sauf si vous essayez de poser votre attention sur l'épaisseur du bruit du vin quand il coule dans un verre ou du bruit des bulles quand on a un effervescent. Mais en tout cas, c'est un rare événement du quotidien où tous nos sens sont mis en éveil. Tous nos sens sont mis en éveil et surtout au même moment. Au moment où vous allez prendre un verre de vin, on convoque tous nos sens au même moment. Ce qui est bien plus compliqué finalement que d'écouter un morceau de musique, de lire un texte, de regarder un film. Là, le vin parle à beaucoup de sens en même temps et du coup, le cerveau doit digérer, c'est le cas de le dire, un peu toutes ces informations au même moment, dans un temps réduit, pour pouvoir savoir si c'est bon ou si c'est pas bon, est-ce que j'avale, est-ce que je recrache. Toutes ces questions sont parfois nous demandent d'agir vite. Et le cerveau, du coup, doit faire des choix. Il doit hiérarchiser les informations, il doit les trier, il doit les intégrer ensemble. Et face à cet océan d'informations qui arrive au même moment dans notre cerveau, qui active beaucoup de régions au même moment, eh bien, le cerveau va parfois faire des choix qui sont le sien en fonction de comment il est câblé, et des choix qui ne sont pas forcément ceux que, de manière exécutive, on aurait voulu juger un vin. J'entends par exemple, et on va peut-être en parler dès maintenant, c'est dans la hiérarchie des sens qui sont mis en jeu dans la dégustation de vin, tout le sens visuel, toute l'information qui vient par nos yeux, qui va chercher non seulement la couleur du vin, la densité de la couleur, la turbidité, mais au-delà de cela aussi toutes les informations visuelles qu'il y a à côté du vin. J'entends par là la forme de la bouteille qui est posée sur la table, l'étiquette, le prix, le degré d'alcool, toutes ces petites informations-là qui nous paraissent anodines, mais en fait, le cerveau va les amplifier très fortement parce que ce sont des informations visuelles et que le cerveau base beaucoup de ces informations sur les informations visuelles. Au quotidien, beaucoup de vos décisions sont prises avec vos yeux. Comment vous allez marcher, comment vous allez vous nourrir. Regardez tout ce que vous faites avec vos yeux. Si vous perdez un jour la vision ou si vous faites l'exercice de perdre la vision pendant quelques minutes, vous verrez à quel point perdre la vision, c'est un handicap. Alors que perdre l'odorat, ça c'est arrivé récemment à certainement plusieurs personnes d'entre vous grâce à cette épidémie. Je dis grâce parce que ça nous a un peu ouvert les yeux sur l'importance de l'odorat aussi. Ça fait un coup de projecteur intéressant. L'odorat, quand on perd l'odorat, ce n'est pas du tout considéré comme un handicap et on continue à vivre très bien. Donc ça, c'est un point important. Le système visuel est un système qui est très dominant dans notre cerveau et qui peut être très polarisant. Polarisant, c'est-à-dire que dès que j'ai une information visuelle qui arrive, elle va prendre beaucoup le dessus sur d'autres informations, olfactives, gustatives, textuelles, pardon, et elle va peut-être parfois être la base d'un jugement, alors que finalement, si on prend un vin, sa couleur ou l'étiquette n'est pas là vraiment pour décrire la dimension du vin, qui est plutôt un objet qui est fait pour parler plutôt en bouche. C'est un objet qu'on avale, c'est un aliment. Donc, c'est un objet qui est plus fait pour parler à notre bouche. Donc, voilà un premier piège. Tu parlais de piège et de fiabilité. Franck, je pense que c'est un point important à prendre en compte. Nos yeux sont très forts. C'est aussi peut-être une des raisons pour laquelle nous, de façon intuitive et de façon empirique, au sein de la dégustation intuitive, on utilise des bandeaux et au sein de la dégustation géosensorielle, on utilise un verre noir. Et qu'est-ce qui se passe dans le cerveau à ce moment-là alors? Quel effet ça fait quand on se met… Quel effet ça fait quand on… Qu'est-ce qui se passe en fait finalement? C'est une très bonne question. Il faut prendre l'idée de fermer les yeux quand on déguste un objet qu'on ne connaît pas. Déjà, pour pas mal de personnes, et ça, vous êtes mieux placé que moi pour le dire, ça peut être extrêmement anxiogène.
Ça peut créer de la confusion, ça peut mettre les gens dans une situation inconfortable parce que justement, se priver d'un sens qui est si important pour notre cerveau, c'est déstabilisant. Et il y a des personnes, si tu les mets dans le noir ou si tu les fais déguster dans le noir, elles trouvent ça pas du tout confortable, pas plaisant et elles peuvent être amenées à dire ah non, je refuse de faire cette expérience, ça ne me plaît pas. Dans le cerveau, ce qui se passe, c'est que au bout de quelques minutes, quand tu acceptes l'idée que tu ne vas pas avoir accès à ces informations visuelles, et ça peut être par un bandeau, mais ça peut être aussi simplement en éteignant la lumière dans une pièce, petit à petit, il faut quelques minutes pour que le cerveau accepte de ne plus avoir d'informations visuelles. Et ce qu'on voit à notre grande surprise, et ça on a réussi à le voir assez récemment grâce à des techniques d'imagerie cérébrale qui permettent de voir l'activité du cerveau en temps réel, quand tu fermes les yeux, ce qui se passe, c'est que l'activité des autres centres commence à monter. En l'occurrence, les centres dont l'activité monte dans le cerveau dès qu'on ferme les yeux, c'est les centres olfactifs et gustatifs. Donc ça, c'est intéressant, ça nous montre que le système visuel, il a tendance à piétiner, inhiber, on va dire plutôt, les autres centres pour pouvoir avoir un ordre de priorité dans la décision. Donc, le centre qui prend la décision va mettre une priorité importante, va pondérer l'information visuelle très fortement, et si elle disparaît, ben, les autres sens peuvent reprendre de l'avant. Et c'est extrêmement pertinent pour la dégustation finalement, d'avoir une situation où tu mets en phase tes sens gustatifs et olfactifs avec l'objet que tu vas goûter. Est-ce qu'il y a des zones justement qui s'éclairent? Parce que parfois on voit des schémas de cerveau qui s'éclairent, des zones, etc. Est-ce qu'il y a des zones qui sont actives dans le cerveau lorsqu'on a les yeux bandés et qui vont nous permettre d'actionner peut-être d'autres parties du... Alors, on ne va pas regarder ça comme ça parce que si tu veux, ton cerveau il est tout le temps en activité, tout le temps. Et le fait de mettre juste un bandeau et de l'enlever, tu vas pas facilement voir les choses comme ça. C'est en fait beaucoup en soustrayant les informations, en comparant avec ou sans bandeau, par exemple, tu vas comparer deux images et tu vas voir qu'en fait, il y a une petite région ici qui est plus augmentée et une qui est plus inhibée, par exemple. Donc, c'est un effet relatif. Il faut bien comprendre ça. Il n'y a pas une région qui s'allume et une région qui s'éteint quand tu fermes les yeux. Heureusement que ce n'est pas comme ça. Hein. Ce n'est pas un bouton que tu éteins, ce n'est pas un interrupteur. Non, c'est plutôt que tu rééquilibres les choses. Tout est une histoire d'équilibre, tout est une histoire de nuances. Et donc, il y a des choses qui reprennent de la force et d'autres qui sont diminuées. Donc, il faut plutôt prendre comme ça. Après, prends aussi en compte que fermer les yeux, c'est aussi réorienter ton attention sur d'autres systèmes. Ton attention de base, elle est beaucoup fixée sur la vision. Et dans ton environnement, tu vas concentrer ton attention pour filtrer, analyser les informations visuelles. Quand tu marches dans la rue, quand tu lis un texte, ton attention visuelle est focalisée. Tu ne sens pas l'odeur qui est dans la pièce, tu n'entends presque rien et tu peux passer à côté d'un élément distracteur. Quand tu fermes les yeux, ton attention se redégage sur autre chose. Tu as peut-être remarqué d'ailleurs, quand tu fermes les yeux, tu entends peut-être mieux les conversations, tu arrives peut-être mieux à les analyser. C'est aussi quelque chose que vont te dire des personnes qui sont devenues aveugles ou qui sont temporairement aveugles, c'est qu'ils arrivent à mieux analyser certains trucs et en particulier à mieux les autres sens qui nous intéressent, l'olfaction et la gustation. Donc, qu'est-ce que ça pose comme limite finalement à la pratique de la dégustation analytique de façon classique versus la dégustation intuitive et géosensorielle? Enfin, tu vois, toutes ces connaissances-là récentes, qu'est-ce que ça pose comme limite, comme complémentarité, comme cadre? Donc, si on accepte l'idée et le fait maintenant que l'information visuelle peut être trop polarisante et trop dominante, presque, j'aime bien utiliser le terme de prédatrice, elle prend en otage notre cerveau un petit peu. Si on accepte cette idée, ça va orienter un petit peu la manière dont on va faire les choses. Par exemple, quand je sers un vin classiquement dans une dégustation vraiment très classique, je vais te servir le vin, te proposer un vin dans un verre transparent, et tu vas d'abord le regarder, puis le sentir, puis le goûter. Tout le monde fait ça. On a tous appris à faire ça et on continue à enseigner. Mais quand tu fais ça, quelle est la première information que tu donnes à ton cerveau quand tu tends un verre? Tu te donnes tout de suite l'information visuelle. Donc, tu sais que tu tends déjà un piège à la personne en lui disant « Ouais, je te tends un vin. Ce vin, c'est un vin rouge. Et regarde la concentration de la couleur. C'est un vin qui est concentré. Donc, je te donne déjà une information. Et cette information, tu sais qu'elle va être extrêmement bien pondérée par le cerveau, qu'elle va avoir beaucoup de valeur. Et donc, qu'est-ce que va faire le cerveau dès qu'il a cette information-là? Il va essayer de faire de la confirmation. Ah tiens, je vois qu'il y a une couleur qui est dense et épaisse. C'est un vin rouge. Eh ben, je vais chercher dans tous les événements sensoriels qui suivent de confirmer ce que ma vision m'a donné.
Alors, tu vois, Alors que ce n'est pas du tout ce qui va se passer quand tu vas déguster à l'aveugle. Un verre noir, ou carrément avec un bandeau, tu n'as pas d'a priori, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas goûter et tu ne sais même pas la couleur que tu vas goûter ni l'intensité de cette couleur. J'insiste sur l'intensité parce que un rouge clair ou un rouge très dense, très opaque, ça aussi, ça te donne des informations. Dès que tu as passé ces informations-là, tu es beaucoup plus libre. Et c'est ça la force de l'histoire. En fermant les yeux, tu deviens libre et finalement, la dégustation est presque plus éclairante que si tu avais les yeux ouverts. ouais, je suis assez d'accord. Et dans ce contexte-là, et au niveau voilà, des différentes découvertes récentes qui ont été mises en place, nous, ce qu'on a proposé au sein de l'école, si tu veux, par exemple, puisqu'on enseigne dans un premier temps la dégustation intuitive pour apprendre aux personnes à se connaître elles-mêmes, c'est un peu la connaissance de soi, hein, connais-toi toi-même du vin, et ensuite la dégustation géosensorielle, on va être plus voilà, sur la dimension tactile et touchée qu'on va aborder dans quelques instants. Ce qu'on fait, c'est que nous, on essaye en fait d'unifier les trois. Et dans le protocole qu'on a essayé de mettre en face, en tout cas, on propose, si on essaye voilà, de mettre les trois pratiques ensemble, on travaille d'abord avec un bandeau, ensuite on peut travailler en verre noir ou l'un ou l'autre, peu importe, selon ce qu'on pratique, et on fait faire le visuel tout à la fin. C'est-à-dire qu'on sent, on goûte, ensuite on transverse par exemple le vin qui est dans un verre noir, dans un verre transparent, et on fait la couleur à la fin. Qu'est-ce que tu penses de cette pratique ? Je pense que c'est une très bonne pratique et tu devrais presque même, après avoir vu la couleur, donner juste après aussi l'information de la bouteille. J'imagine que tu le fais à la fin en disant, bon, voilà, je vous annonce, je vous montre la bouteille, c'est une bouteille qui vient de tel endroit, tel truc, etc. Et je pense que c'est une bonne idée de le faire comme ça. Il faut aussi aider les personnes à rentrer dans cette facilité, dans cet exercice. Pourquoi ? Parce que rappelle-toi que si l'information visuelle est si importante pour nous, c'est aussi parce qu'elle est plus confortable. L'information visuelle, elle est confortable. Et quand tu mets les gens dans une situation avec un bandeau, il faut qu'ils apprennent que cet inconfort n'est pas un danger et qu'ils ne sont pas en danger face à l'objet qu'ils vont sentir, qu'ils vont déguster, et qu'il faut qu'ils soient quand même dans une position d'accueil. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas les choses qu'il va y avoir un lion qui va te rentrer dessus et qui va te sauter dessus. Il n'y a pas de prédateur dans la pièce. Donc, il faut accompagner cette démarche-là pour vraiment mettre les gens en phase avec l'objet qu'ils vont goûter. Après, il y a des situations où on ne peut pas faire ça parce que ça demande un temps, ça demande une discipline, ça demande aussi, et c'est là où on peut peut-être trouver un défaut à cette méthode-là, c'est que c'est un défaut où quand tu fermes les yeux, quelque part, tu n'es plus qu'avec toi-même, tu n'es plus avec les autres. Donc le vin, objet social, objet de dégustation sociale, ce n'est plus le cas, tu dégustes plus qu'avec toi-même. Donc là, on met en opposition deux choses, soit je déguste avec moi-même et je bois avec moi-même, mais peu de gens ouvrent une bouteille tout seul le soir pour boire un coup. Le vin est avant tout un objet qu'on partage. Donc, est-ce que cette dégustation dans le noir n'est pas en opposition avec une dégustation classiquement sociale ? Donc, tu vois, là, il y a une dialectique ici, je pense qu'il y a une ligne de crête, et les deux, à mon avis, sont importants à rejoindre aussi, et je pense que tu le fais aussi à un moment, c'est au moment où j'ai commencé à intérioriser mes perceptions, et je prends un moment pour avoir cette attention intérieure bien ciblée. Après, il faut un moment aussi de partage pour mettre en phase mes perceptions avec celles des autres. Ouais, si tu veux, en fait, le protocole de dégustation intuitive et géosensorielle, en fait, on les fait dans des phases d'apprentissage. Et en fait, ce protocole intuitif qui est en effet assez long et lourd, entre guillemets, hein, en fait, c'est juste quand on va embriquer les trois, et je me permets de citer, Cyril Tota, qui est en train de travailler, voilà, on travaille avec toi et d'autres personnes aussi, sur le principe de ce qu'on appellerait la GPS, la dégustation géopolysensorielle, qui sera un peu l'unité des trois. Le GPS pour trouver son chemin dans plusieurs voies pour arriver, plusieurs chemins pour arriver à l'objectif. Pour jeter à la compréhension du message du vin. Cette idée, si tu veux, de se dire à travers le travail, c'est la santé. On a un ordinateur à côté qui vient de nous dire que le travail, c'est la santé, donc tout va bien. On doit les trouver ensemble. Oui, donc voilà, l'idée finalement, en globalisant tout ça et en pratiquant, bien sûr, il y a un protocole qui est un peu long, mais ensuite, l'objectif, c'est que quand je rentre dans un vin, moi, je le pratique maintenant comme ça, c'est avant de rentrer, donc déjà, je m'abstrais de l'œil,
je prends un temps sur le nez, sur la bouche, mais avant de mettre en place ma machinerie intérieure de dégustation analytique, avant de rentrer dans la dimension géosensorielle par rapport à la salivation, au toucher, etc., je prends juste un temps, sans fermer les yeux ou pas. Alors, quand j'ai l'habitude de le faire, je le fais avec les yeux ouverts, mais je prends juste un temps, je peux fermer les yeux 20 secondes, pour ressentir le vin, savoir quelle zone émotionnelle il va toucher, quel souvenir il m'envoie. Et c'est en fait, si tu veux, moi j'utilise ça comme une espèce de sas de contact. Avant de rentrer dans le mental, l'analyse et le visuel, je me mets un petit sas de contact, même si je suis sur un salon, je prends le vin, je le sens, voilà, j'essaie de voir comment ça résonne avant de rentrer purement dans la lecture analytique du vin. En tout cas, moi je le vis comme ça. Ouais, c'est tout à fait important que les gens comprennent, je pense que tu leur dis que dans cet exercice de faire une dégustation avec un bandeau, le bandeau finalement c'est une béquille qui va durer un certain temps, mais à la fin, l'idéal, l'objectif, c'est de ne plus en avoir besoin et d'être capable de faire cette démarche tout seul avec des petits process mentaux aussi, celui que tu viens de dire, je ferme les yeux quand je déguste, je prends mon temps, c'est exactement important. Là aussi, où je pense que ce bandeau peut être une béquille importante pour aider les gens dans cet exercice mental, quand on est un jeune consommateur, parfois on est un peu écrasé par un certain côté élitiste du vin, une science qui est une science des sachants, de gens qui sont experts, des gens qui sont meilleurs sommeliers du monde, et on n'ose pas ouvrir sa bouche face à un meilleur sommelier du monde, un meilleur sommelier d'Europe, parce qu'il en sait certainement plus que moi. Mais dès qu'on met un bandeau, on ne voit plus rien, on ne voit plus les autres. Et donc ça, quelque part, presque ça rassure, ça libère les gens de cette inhibition qu'on va avoir du regard des autres. Les autres me regardent, je n'ose pas parler, mais une fois que j'ai un bandeau, je ne vois plus personne, et bien bizarrement, je me libère davantage. Ou en tout cas, je libère plus ma parole, ma sensorialité, et peut-être les mots que je vais trouver. Et ça, on retombe sur un point important, c'est que aussi l'objectif de déguster, ce n'est pas juste de ressentir le plaisir du vin, c'est aussi à un moment d'essayer de décrire, verbaliser, pour peut-être transmettre, pour peut-être analyser le vin dans un contexte d'identification, d'accord mets et vin, enfin, il y a plein de sorties de ça. Mais essayer de verbaliser, de retranscrire ma description, c'est une étape importante qui fait partie aussi du protocole que tu mets en place. Il faut passer à l'acte, de donner du sens au vin, papier-crayon, ou en tout cas avec des idées. Ouais, j'avais, voilà, si on veut rentrer un petit peu plus dans le sens du toucher et de la texture, je sais que tu travailles avec Julien, d'ailleurs, que j'ai vu passer, qui nous rejoint. Je lui fais un bonjour. Donc, Julien, qui est directeur de la Wine Scholar Guide, donc une école de dégustation, un confrère avec lequel nous partageons aussi cette vision-là et un certain nombre de recherches. Salut Julien. Voilà, l'idée, c'est de se dire, quand on rentre dans un chemin un petit peu plus global, voilà, la dégustation intuitive, c'est un petit peu le sens, c'est le sas qui va permettre de se dire, j'apprends à connaître comment je fonctionne. Et après, il y a derrière la dégustation géosensorielle avec cette dimension de la texture, du toucher. Donc, ça serait intéressant peut-être que tu reviennes, toi, sur ta vision au niveau neurosciences, voilà, sur l'astringence, sur qu'est-ce que c'est que le toucher, la texture, c'est intéressant. De voir dans quel sens aussi il y a moins de variations que sur d'autres sens. Hein. Et voir également, puisque c'est un sujet qu'on discute avec Julien et Cyril aussi. D'ailleurs, Julien, si tu as envie de t'exprimer tout à l'heure, avec grand plaisir là-dessus. Il y a une chose qui est importante finalement, puisque en dégustation géosensorielle, on est en train de travailler voilà, sur beaucoup de mots, de concepts du toucher et de la texture. Et aujourd'hui, nous, dans les pratiques qu'on fait, dans les panels qu'on fait, on observe que par exemple, le même mot va être, comme c'est un concept, il va être perçu différemment selon l'aspect culturel, l'émotion, enfin, l'état intérieur de la personne, etc. Donc en fait, c'est là où je trouve que la dégustation intuitive et géosensorielle sont hyper complémentaires en plus de la dégustation classique, puisque même dans la perception même du marqueur géosensoriel, la connaissance et l'approche de soi-même donnent aussi du sens. Donc, est-ce que tu peux me donner ton avis sur ça, Gabriel? Oui, il y a beaucoup de questions, donc je vais essayer de commencer par une chose simple, c'est tu parlais de tout l'aspect tactile qui est en bouche, à la fois
d'abord du côté sensoriel, mais tu l'as dit, c'est un point important à partir du langage aussi. Les deux sont liés parce que le langage permet de donner du sens à nos sensations. Donc au niveau tactile, on se rend peut-être pas assez compte parce que il y a des mots comme tanin comme ça qui nous paraissent assez simples à comprendre. Les tanins, je rappelle, sont donc des petits polyphénols qui sont présents dans le vin et dans d'autres aliments de notre quotidien, qui sont des molécules qui vont interagir facilement avec les protéines et qui vont faire des liens assez forts avec les protéines. C'est pour ça que quand on veut stabiliser des protéines, par exemple les protéines du cuir, on tanne un cuir, donc on apporte des tanins qui vont stabiliser ces protéines et le rendre imputrescible. Parce que les tanins ont cette possibilité. Dans le cas du vin, les protéines que rencontrent les tanins du vin, ce n'est pas notre peau, c'est plutôt les protéines de la salive. La salive, c'est ce gel visqueux élastique qui occupe toute la surface de notre muqueuse, qui est un gel de protection, mais qui est aussi là pour plein de fonctions, en particulier pour véhiculer des éléments gustatifs, justement. Et cette salive, elle a cette texture très lisse, très souple, très confortable, très fluide. De base, notre salive est comme ça. Et dès qu'il y a un tanin qui arrive dans notre bouche, il va casser ce film salivaire. Et à partir d'un film salivaire qui était très fluide et souple et lisse, on commence à avoir des petites aspérités qui apparaissent parce que les tanins vont faire polymériser ces protéines, les agréger. Et en agrégeant ces protéines, va casser ce film et du coup va augmenter les forces de friction de votre langue sur votre palais. Et du coup, apparaît en bouche des sensations de granulométrie un petit peu, on dirait qu'il y a une petite poudre, on dirait qu'il y a une texture de surface qui est différente. Qu'est-ce que j'entends par texture de surface? C'est quand je prends ma main et que je touche le tissu, par exemple, de ma chemise, elle a une texture de surface qui est, là c'est du coton, ça peut être du lin, ça peut être de la toile de jute, ça peut être de la soie, en fonction de ce que tu aimes porter. Tous ces éléments de texture nous parlent en fait de la granulométrie du tissu, de la granulométrie en fait des mailles de ton tissu. Et notre bouche est très bonne à faire ça, au même titre que nos doigts, voire même peut-être plus. C'est là qu'il faut se rendre compte d'un élément, c'est que notre bouche est un organe qui est extrêmement sensible du point de vue tactile. Si on regarde l'ensemble des capteurs du toucher qu'on a sur nos mains, mais partout sur notre corps, sur notre coude, sur notre visage, sur nos oreilles, partout, si on comptabilise l'ensemble de nos capteurs du toucher, il y en a 20% qui sont concentrés uniquement dans la bouche. 1/5 de vos capteurs du toucher sont uniquement dans cette petite surface qui est ici. Donc la densité par mètre carré, si vous voulez, de capteur du toucher est extrêmement grande en bouche. Et donc, on a un capteur qui est extrêmement sensible en bouche, qui va avoir une sensibilité telle qu'aujourd'hui, on a essayé de quantifier ça. Il y a des chercheurs qui ont essayé de voir quel est le degré de résolution, par exemple, du sens du toucher dans la bouche. On est capable de discriminer deux particules qui diffèrent seulement de 5 microns juste avec les capteurs qu'on a en bouche. Alors, moi, j'avais une question justement, notamment sur la perception de chacun. On a vu en formation, nous, dans les dégustations, que à force d'expérimenter, que l'aspect toucher, en tout cas texture, lorsqu'on se concentrait sur la partie, disons, texture, sur la granulométrie, par exemple, en surface, on sentait qu'on était plus d'accord les uns avec les autres que lorsqu'on parlait d'aromatiques, par exemple. Les aromatiques, c'est un petit peu plus personnel par rapport à nos gènes, notre passé, notre culture, comme on l'avait vu avec toi. Est-ce que... et on a remarqué que justement, cette texture était plus compatible les uns avec les autres. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut confirmer d'un point de vue scientifique? D'un certain point de vue, oui, parce que quand tu parles des textures, mais c'est vrai pour d'autres sens, il y a des mots, des concepts abstraits qui naissent dans notre esprit, qui nous permettent de généraliser un concept de texture à plein de surfaces. Quelque chose qui est souple, quelque chose qui est rugueux, tu vois, c'est un concept abstrait qui s'applique à un tissu, qui s'applique à un vin, qui s'applique à un mur, à n'importe quoi. Donc, quand je dis que c'est un concept abstrait, pour prendre une autre image, dans le sens de la vision, par exemple, bleu, vert, rouge, c'est des concepts abstraits. Un objet peut être bleu, un autre objet peut être bleu, et tout ça, ensemble, forme une catégorie abstraite qu'on appelle bleu. Mais dans le sens du toucher, il y a ça aussi. Là où il y a, par exemple, typiquement un endroit où on ne trouve pas ces genres d'abstraction, c'est dans le système olfactif. Dans le système olfactif, une odeur porte le nom de l'objet qui lui a donné naissance. Une odeur, c'est l'odeur de l'orange, c'est l'odeur du citron, c'est l'odeur de la violette, c'est l'odeur de l'iris. Mais il n'y a pas de concept abstrait en olfaction. Et donc, c'est là où il y a une difficulté, c'est que comme en odorat, chaque odeur porte le nom de l'objet qui l'a généré.
ben, l'objet qui a généré cette odeur peut être différent d'une région à une autre, peut être différent entre ici, à Paris, et chez toi, à Antibes, mais surtout peut être différent d'une culture à une autre. Il y a des pays où on ne connaît pas les agrumes, mais il y a des pays où on ne connaît pas les fruits rouges, il y a des pays où il y a plein de fruits exotiques que nous, on ne connaît pas. Et chacun a finalement associé une odeur à un objet. Et le manque d'abstraction fait qu'on n'arrive pas à généraliser ça. Donc, c'est pour ça que les textures, et c'est vrai aussi pour les saveurs, il y a une saveur, un objet acide. Acide, c'est aussi un concept abstrait, parce que c'est l'acidité du citron, c'est l'acidité du vin, c'est l'acidité d'un soda. On arrive à généraliser ça. Et le cerveau fait ce travail de généralisation qui se construit petit à petit. Donc oui, les textures, dans une certaine mesure, sont des objets intéressants parce qu'ils sont plutôt universels. Après, quand on creuse un petit peu dans les textures, après, tu peux tomber quand même sur des éléments où les gens ne sont pas forcément d'accord. Si tu augmentes la résolution un peu de la texture, si tu zoomes un petit peu encore plus précisément, si tu te dis ce vin-là, je trouve qu'il a un toucher de taffetas, mais si quelqu'un ne sait pas du tout ce que c'est du taffetas, ton message n'est pas efficace parce qu'il n'appelle pas, il ne convoque pas une référence commune entre toi et l'autre personne. Donc, effectivement, ça demande une culture, mais une culture qui est partagée. La culture du tissu, par exemple, c'est une culture qu'on a plus ou moins tous en commun avec une certaine résolution. Tout le monde sait ce que c'est un jean, sauf quelques exceptions prêtes. Et donc, dire qu'un vin a un toucher de jean, par exemple, je pense que ça parlerait à tout le monde. Voilà. Donc, tout ça pour dire que finalement, on peut avoir un langage un petit peu plus commun et peut-être quand on démarre aussi dans le vin et dans l'appréciation et la reconnaissance du vin, c'est des choses qui peuvent nous rassurer, peut-être de parler toucher en général, parce que c'est des mots, on peut s'y retrouver et être un peu plus, retrouver les mêmes sensations en tout cas que nos camarades. En tout cas, ce qui est certain, c'est que par exemple, l'outil qu'a mis en place Cyril, donc le toucher du vin, donc c'est un kit avec 8 étoffes différentes, est un outil pédagogique qui est vraiment assez simple. Tu voulais peut-être poser une question à Sylvain qui est avec nous. Oui, donc ce soir, on a aussi, on a proposé aussi à Sylvain de nous rejoindre. Sylvain Albert, lui, est donc un de nos formateurs référents à Paris. Bonjour à tous. À l'occasion aussi de pouvoir expérimenter la dégustation intuitive et géosensorielle au quotidien avec les apprenants. Alors, ce serait intéressant d'avoir ton retour également. Et tu peux allumer ta caméra, Sylvain, peut-être ? Oui, pourquoi c'est pas bien là ? Génial. Voilà. Non, j'étais en caleçon, je voulais pas que ça se voit non plus. Déjà, enchanté Gabriel, je suis ravi de vous avoir en live, comme on dit, de pouvoir parler avec vous. Je vous vois toujours en vidéo, moi, avec nos apprenants. Moi, l'expérience que vous nous livrez de par vos explications, je trouve qu'elle est fantastique pour les apprenants parce que je pense qu'avec ce que vous nous expliquez, on est plus en avance en démarrant de zéro qu'en ayant déjà des acquis. Donc, ça, c'est le premier aspect, je trouve, extrêmement intéressant de vos travaux et de vos démonstrations, surtout parce qu'on s'aperçoit que, oui, ça marche. Y a pas c'est pas une secte, la géosensorialité ou le reste, ça marche vraiment. Et pour les gens, alors au départ, ça peut sembler un peu compliqué au niveau de la salive parce qu'ils ont besoin de se régler, de se découvrir. Mais surtout, je ne sais pas ce que vous en dites vous, moi j'ai remarqué que leur principal perturbateur en termes de géosensorialité sont les tanins. Oui, tout à fait. Donc, ce n'est pas étonnant et c'est pour ça que c'est parfois plus simple d'aborder ces concepts-là sur les vins blancs. Oui. Et ça, au quotidien, moi, je préfère commencer souvent sur des vins blancs parce qu'ils ont une lisibilité un petit peu plus simple, parce qu'on est en phase directe avec l'état de texture du vin qui est induit uniquement par l'acidité du vin et quelques polyphénols. Ça aussi, c'est un point sur lequel je fais une petite parenthèse. On a parlé d'astringence au début et donc de la présence des tanins qui vont agir sur la texture de la bouche via la salive. Rappelons-nous encore à chaque fois, si on n'avait pas de salive, on ne pourrait pas apprécier ces tanins. Gardons en tête aussi que les acides organiques qu'il y a dans le vin, qui participent à toute la construction du vin, sont aussi, dans une certaine mesure, des objets qui sont aussi astringents. Et mesurer l'acidité d'un vin se mesure à la fois par l'intensité de l'acide, c'est plus ou moins acide, il y a des vins qui sont avec des pH plus ou moins différents et qu'on ressent comme ça. Et puis, l'astringence associée, qui est une autre dimension. Vous voyez, l'acidité travaille dans une dimension de l'acidité et dans une dimension de l'astringence. Il y a des acides qui sont plus ou moins astringents. Et
l'acide majeur par exemple, du raisin, qui est l'acide tartrique, c'est un acide qui, quand on le goûte pur, a une forme d'astringence qui est bien caractéristique. Et là, on commence à comprendre que quand on goûte la structure d'un vin, en particulier d'un vin blanc, qui n'aura quasiment pas de tanin, ben, en fait, on goûte l'équilibre et la structure et la composition acide du vin. Quand se rajoutent les tanins, eh ben, en fait, il y a des effets de synergie, de masquage, et tout ça fait un peu plus de bruit, entre guillemets, en bouche. C'est pour ça que c'est très difficile de goûter des vins très jeunes sur lesquels les tanins, justement, ne sont pas encore réglés, ne sont pas encore assimilés vis-à-vis du vin. Et parfois, l'esprit du terroir, j'ai envie de dire, se découvre plus sur des vins vieux qui ont eu le temps de maturer, dans lesquels les tanins se sont stabilisés. Clairement, là-dessus, je vous raccorde là-dessus. En particulier aussi, et ça rejoint un point que vous avez dit, si la salivation est un élément de lecture du terroir, ben, si cette salivation est noyée ou perturbée par l'action des tanins, je vais avoir du mal à la voir. Parce que les tanins vont perturber la lecture de ma salive, parce que tout de suite, ma salive va être polymérisée, va être asséchée, va être brutalisée par ces tanins, et du coup, je ne vais pas pouvoir lire sur ma salive. Là encore, pareil, il faut peut-être passer il y a un caractère progressif, initiatique dans ce travail-là, et les blancs, pour ça, sont une étape importante. J'aimerais aussi, puisqu'on a un autre de nos formateurs qui est avec nous, Christian, si tu peux nous rejoindre juste 2 minutes, et tu peux peut-être commenter avec nous comment toi tu vis ça, voilà, tous ces apports des neurosciences, etc. en dégustation. Christian, si tu veux bien. Christian qui nous a fait d'ailleurs découvrir l'aspect justement géosensoriel à travers les rosés en Provence, les rosés de terroir justement sur Sainte-Victoire, etc. Pierrefeu, c'est très très intéressant. L'aspect DGS sur ces rosés de terroir. Ouais, Christian, il est des formateurs sur Toulon, grand spécialiste de l'Académie du rosé. C'est un des seuls à penser que le rosé est du vin. Bon, ben, je m'en vais, moi. Hein. Ouais, c'est ça, il n'a pas envie Non, je ne vais pas rester, finalement. Comment tu vis ça, toi, d'abord sur le rosé, et globalement aussi avec nos apprenants et de façon un petit peu plus générale? Bonsoir à tous. Un petit commentaire. Je rejoins sur ce qu'a dit Sylvain. Gabriel, ravi de vous voir en vrai, parce que c'est vrai qu'on passe souvent vos vidéos, et le fait de vous avoir en version interactive, c'est quand même assez sympa. Alors, c'est vrai qu'on a commencé à nous enseigner l'année dernière la dégustation géosensorielle, et c'est vrai que votre intervention dans les certificats RVFA et sur nos 2 premières semaines avec nos apprenants, c'est vrai que vous intervenez beaucoup dans le guidage en fait de la dégustation. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qui est assez paradoxal, c'est que vous apportez une version scientifique finalement qui peut sembler compliquée, mais qui curieusement est extrêmement claire et a tendance un peu à décomplexer aussi les apprenants. C'est-à-dire que le langage du vin, à travers nos expressions, nos langages, des fois peuvent sembler un peu compliqués. Et je vous dis paradoxalement, avec votre éclairage, ça les décoince un peu. Voilà, ça les décoince parce que ça leur donne une espèce de notion scientifique qui finalement est tout à fait compréhensible. J'aimais bien juste votre intervention avant, pardonnez-moi, je suis arrivé un petit peu en retard. Et sur l'histoire des images mentales, je trouvais ça plutôt pas mal. Je rejoins aussi ce que disait Sylvain, ou peut-être que la plus grande difficulté qu'ils ont à appréhender et à se caler, c'est sur la notion de tanin. Je me rends compte sur un public un petit peu plus jeune, on a vraiment, enfin moi j'ai vraiment du mal à arriver des fois à les caler sur l'appréciation des tanins. C'est quelque chose qui est assez désagréable, pardon, qui contracte les papilles, qui fait une salivation un tout petit peu plus serrée. Voilà, donc c'est quelque chose qui est assez désagréable. Et pour faire le lien, pour répondre sur ce que disait Franck, alors c'est vrai que les rosés, c'est un petit peu la spécialité de la Provence quand même globalement, et aussi la mienne. Et la lisibilité de la géosensorielle et aussi de la dégustation intuitive, parce qu'on a vraiment trouvé le lien entre les deux, est vraiment intéressante. Et vous parliez des blancs tout à l'heure, mais la lisibilité sur les rosés en géosensoriel, franchement, des fois, elle est proche du miracle. Hein. Tout à fait. C'est le premier truc que je fais. La première dégustation que je fais, c'est que j'oppose un vin rosé industriel et un vin de terroir. Alors là, les notions de salivation ou d'astringence, on va dire, sont juste d'une lisibilité, d'une clarté
le tout rattaché au toucher du vin, franchement, on a des résultats qu'on ne pourrait pas avoir autrement qu'avec ça. Donc, je trouve ça intéressant, le lien entre la technique, le côté scientifique que vous apportez, qui peut être des fois un peu compliqué, hein, voire limite rébarbatif, mais en fait, pas du tout. C'est extrêmement clair. Voilà. Donc, je vous remercie pour ces vidéos. Je suis ravi de vous voir en vrai. Justine, il y a une question à partager. Oui, voilà, il y a Dominique Guillard, là, qui est notre ami lyonnaise, si je me souviens bien, qui a fait nos formations justement de dégustation géosensorielle. Demande pourquoi on fait référence à des textures de tissu, donc via par exemple les étoffes de Cyril Tota, plutôt que des textures de roche qui sont un peu plus en lien avec le vin. C'est quoi l'intérêt peut-être du toucher du gin, de mentionner le gin, de mentionner le taffetas justement, comme on disait tout à l'heure? Alors, le risque de parler des textures de roche, c'est de faire un genre de biais de confirmation. C'est-à-dire que si tu touches une roche comme un granit, par exemple. Alors, pareil, là, je commence à parler de termes. Je ne suis pas sûr que tout le monde a déjà apprécié la texture d'un granit qui est fait de gros cristaux, assez gros, avec une granulométrie assez épaisse, par rapport à un calcaire qui a des grains très fins. Pour le granit, il suffit dans un cimetière, une petite pierre tombale, et puis c'est parti. Justement, alors ça, j'ai envie de dire, c'est un mauvais exemple parce que tout est poli, lissé, etc. Et ça ne parle pas du vrai granit. Le granit, c'est une pierre qui a des gros cristaux. Et curieusement, donc, on pourrait avoir une texture qui est très rugueuse, qui n'est pas agréable au toucher. On n'a pas envie de s'asseoir, de s'allonger sur un morceau de granit. C'est dur. Faire une promenade à pied sur du granit, ce n'est pas agréable, sauf quand il a été bien usé. Bizarrement, les vins sur granit donnent des vins qui sont extrêmement fluides, qui sont très souples, qui glissent comme entre les doigts. Alors qu'un vin qui serait plutôt sur un terrain calcaire, si on prend une pierre de calcaire, presque de la craie, on peut avoir quelque chose qui est très lisse, au contraire. Alors voilà, on a des éléments de calcaire, de granit, où on devine un peu à l'écran la structure microcristalline du granit. Il y a plein de cristaux là-bas. Il y a des blancs, il y a des noirs, et donc il y a du quartz, du feldspath et du mica qui peuvent avoir parfois des tailles assez grosses. On peut les voir à l'œil nu, ces cristaux. On ne voit jamais les cristaux d'un calcaire parce qu'il faut se plonger très très finement pour voir des cristallisations qui sont vraiment toutes petites, qui sont souvent associées à du plancton, à des choses comme ça. Si je reprends la texture d'une craie, par exemple, une craie, c'est très lisse dans la pince, c'est de la poudre, c'est quelque chose qui est agréable, qui est presque du ressort du soyeux, j'ai envie de dire. Un vin sur calcaire, il n'aura pas du tout cette dimension-là. Donc c'est pour ça que les cailloux peuvent être… on va avoir tendance à chercher à retrouver dans le vin la texture du caillou, alors que c'est parfois pas du tout le cas. Donc extrayons-nous de l'objet, extrayons-nous du contexte pour être vraiment objectif. Et on retombe sur ce qu'on disait au début. S'extraire de la vision pour faire appel à des références qui sont abstraites. Est-ce que c'est lisse, est-ce que c'est rugueux? Est-ce que c'est une texture qui est au doigt? Est-ce que c'est une granulométrie qui est épaisse ou qui est très fine? Et ce genre de trucs. Juste on parlait des rosés. Moi, je suis très content qu'on parle des rosés, surtout que les rosés font des progrès dans tous les sens. Alors, il y a différents styles de rosés, mais Christian, je pense que vous allez chercher des rosés pas seulement en Provence, j'espère, mais aussi dans les terroirs corse, par exemple, où la Corse est extrêmement intéressante parce qu'elle a des terroirs très divers. On trouve des granites, on trouve des terres à géocalcaire, on trouve plein de trucs. Et je pense que c'est intéressant d'aller chercher du rosé vraiment dans des dimensions très larges de la Provence pour pouvoir montrer qu'aussi qu'un objet qui a tendance un petit peu, je pense que vous allez me confirmer, parfois a tendance à se ressembler beaucoup quand on fait un rosé industriel, tout converge vers un objet qui est à peu près tout le monde la même chose. Il y a une recette pour faire un rosé de base, on va appeler ça comme ça, standard. Et face à ce rosé standard, il y a aussi des terroirs de rosé qui sont en train de s'exprimer, qui sont peut-être en train de se révéler grâce à cette mode. Ouais, je suis assez d'accord. Si vous m'aviez posé la question à l'inverse, si je devais aller chercher un autre rosé avec une notion de terroir qui soit lisible en dégustation, en dehors de la Provence, je vous aurais répondu la Corse. Alors, je rajouterai juste une petite chose supplémentaire. Effectivement, ils ont un terroir qui est très affirmé, hein, effectivement, avec des granites, comme vous le soulignez. Et c'est vrai que ça soit les Nieluccio ou les Chacarello, ou même des fois, ils ont aussi des Grenaches. On a une lisibilité, et je trouve qu'il y a une très belle lisibilité aussi sur le terroir d'Ajaccio, peut-être des fois. Ajaccio, Calvi sont deux terroirs où, pour moi, les vins sont vraiment dans la justesse et pas forcément influencés par l'élevage.
ce qui permet, enfin, ce qui contribue à masquer un peu leur vision. Après, soyons clairs, sur la volonté de faire des rosés de terroir, une frange de vignerons en Provence, une frange importante et de plus en plus importante, est présente. Après, ce n'est pas pour faire un excès de chauvinisme, hein, mais honnêtement, en Languedoc, le marché du rosé est essentiellement dans les IGP. Donc, on n'est pas forcément sur une notion de terroir, mais plutôt dans du marketing. Après, je ne dis pas que les autres régions n'en font pas, mais si vous prenez la vallée du Rhône, leur volonté première, c'est de faire des rouges. Donc, j'allais dire, quand on les a en dégustation, les rosés, on a l'impression d'avoir des rouges contrariés. Un peu ça, voilà. Donc, enfin, vous le savez et on le sait. Aujourd'hui, pour essayer de faire un grand vin, il faut qu'il y ait au moins la posture du vigneron. Et la posture du vigneron, c'est cette volonté de vouloir le faire. Et ce qu'on ne peut pas nous enlever en Provence, c'est que le vigneron, le matin, quand il se lève, il pense rosé du 1er janvier au 31 décembre. Voilà. Et aujourd'hui, il y a une réflexion supplémentaire qui est OK, on fait des bons rosés, vous l'avez dit, techniquement, on sait les faire, mais des rosés identitaires demandent un peu plus de réflexion et une volonté un petit peu plus affirmée. Mais mon problème, c'est quand je cherche un lien de terroir, souvent dans les autres rosés, en dehors de la Provence et de la Corse, à part ponctuellement, mais c'est compliqué, quoi. Et la lecture, on a une lecture qui est faussée. C'est dommage. Je ne dis pas qu'ils ne font pas des bons vins. Je dis, est-ce qu'il y a un lien avec le terroir? Pas toujours. Non, mais c'est intéressant. C'est un objet pédagogique en soi qui est intéressant. Ouais. Merci. Donc justement, on entend parler de temps en temps de terroir, et on entend parler de ce rosé, il y a une minéralité sans nom. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, un mot un peu plus scientifique pour parler de cette minéralité? On entend souvent comme mot fourre-tout un petit peu, d'un point de vue scientifique, Gabriel. Il y a de l'attention. Oui, c'est un mot qui a eu beaucoup de succès pendant longtemps, dont le mot est en train de tomber un peu plus en désuétude maintenant, mais c'est un mot qui a été très utilisé parce qu'il nous donnait l'impression de nous raccrocher à un élément de lieu et de terre. Mais derrière ce mot de minéralité, qu'est-ce qu'on entend? C'est ça la première question que j'aurais envie de te poser, Justine. Si tu as goûté un rosé minéral, qu'est-ce que tu as goûté? Est-ce que tu as goûté un rosé minéral parce que au nez, tu as senti un arôme, une odeur qui t'évoquait le caillou, une odeur de pierre qu'on entrechoque, une odeur une odeur un petit peu qui te rappelle le caillou, voilà. Est-ce que tu as goûté en bouche quelque chose qui était un peu anguleux, qui était pointu, qui t'évoque quelque chose qui a de la tension, et donc du coup ça te rappelle à quelque chose ça te rappelle un monde minéral? Est-ce que c'est une salinité que tu as goûté? Est-ce que tu avais un caractère salin? Quand on goûte quelque chose de salin, je pense par exemple à une eau qui serait un peu plus saline, à la mer qui est très salée, on pense aux minéraux qu'elle contient. Et donc là encore, peut-être qu'on va commenter un vin comme étant minéral parce qu'il a une salinité particulière. Pour moi, c'est un mot qui veut tout et rien dire à la fois. C'est-à-dire que le jour où on utilise ce mot-là, il faut creuser tout de suite. C'est une porte d'entrée pour essayer d'aller un peu plus loin dans l'étape d'après en disant quel sens j'ai convoqué pour arriver sur ce mot minéral. Ouais, ça veut dire qu'il faut être assez précis en fait quand on parle de minéralité. On peut être plus précis en disant une minéralité plutôt sur l'aspect tactile ou sur l'aspect plutôt olfactif. Voilà, tout à fait, c'est exactement ça la démarche, c'est de dire, une fois que j'ai trouvé que ce mot était adapté, se poser la question de pourquoi. Parce que c'est un mot, c'est typiquement un mot synthétique, c'est un mot qui peut émerger dans la bouche dans la description de plusieurs vins. Mais dans un vin, ça va être parce qu'il a une odeur de silex et de pierre à fusil, de pierre qu'on entrechoque. C'est composé un peu soufré qu'on retrouve là-bas. Ça peut être à cause de l'acidité, ça peut être à cause de certains tanins, ça peut être à cause de certains sels minéraux. Donc, dès qu'un vigneron te propose ça, sois tout de suite dans la question suivante en disant mais il est minéral pourquoi? Minéral au nez, minéral en bouche. Et là, on commence à diagnostiquer, à tirer un fil. Et ça nous montre aussi une autre chose, c'est que le cerveau, il aime bien aussi faire des synthèses de plein de dimensions sensorielles. On l'a dit au début, le vin est un objet complexe, multisensoriel, et parfois le mot qu'on choisit est aussi très multisensoriel. Le mot minéral est un bon exemple d'un mot multisensoriel qui rassemble la synthèse que fait le cerveau de plusieurs éléments qui viennent de différents aspects. Alors, est-ce que finalement, parce qu'on en revient à la question de base,
est-ce que le cerveau est-il fiable? Alors, est-ce que le cerveau est fiable? En tout cas, En tout cas, est-ce que le tien est fiable? Parce qu'il n'y a pas, a priori, avec tout ce que tu recherches, tu fais tellement non, travailler qui non, devrait je vais bosser, quoi. t'expliquer pourquoi, même en sachant tous les pièges du cerveau, même en les ayant bien conscience, je continue à être piégé. Parce que notre cerveau a parfois des réflexes qui sont de l'ordre de la volonté d'être rapide et de pouvoir réagir tout de suite. Et là, j'entends parfois des réflexes qui sont émotionnels, soit parfois des biais cognitifs qu'on appelle, parfois, dans le cas du vin, vous avez peut-être entendu parler de biais de confirmation, biais de ceci, biais de cela. C'est des biais de raisonnement qui nous amènent parfois à raisonner dans une direction qu'on ne peut pas empêcher. Et ce biais de raisonnement, même si tu es au courant qu'il est là, même si tu le sais, ton cerveau, malheureusement, il est automatiquement engagé dans cette voie-là. Je prends un exemple, c'est un test que tu peux faire autour de toi simplement. Tu demandes dans une assemblée de 30 personnes combien de personnes pensent qu'ils sont bons conducteurs et qu'ils sont meilleurs conducteurs que la moyenne. Et tu verras que dans une assemblée de 30 personnes, tu as à peu près 80% des gens qui répondent qu'ils considèrent qu'ils sont meilleurs conducteurs que la moyenne. Or, tu comprends vite que ça ne veut rien dire puisque la moyenne, elle est à peu près à 50%. Si plus de 80% de gens pensent qu'ils conduisent mieux que la moyenne, c'est qu'il y a un biais quelque part qui te force à avoir un excès de confiance, finalement. Et cet excès de confiance, il est classique dans la conduite, mais dans plein d'autres choses. Tu penses que tu es meilleur que les autres en conduite parce que tu penses que les autres sont des gens qui font tous des accidents. Or, en fait, la moyenne, ce n'est pas tout le monde qui fait des accidents, c'est tout le monde qui conduit normalement. Et il est là le décalage entre ma représentation de qui je suis et la représentation des autres. Et ce biais-là, il est très classique. J'ai un excès de confiance qui peut s'appliquer aussi dans le cas de la dégustation. Donc, tous ces biais cognitifs, ils agissent aussi dans le vin. On a parlé à un moment de biais de confirmation. Un biais de confirmation, c'est que si je te donne quelques idées, quelques éléments factuels du vin, tu vas automatiquement vouloir les rechercher dans le vin et les confirmer. Je prends un exemple d'un truc qui devrait nous faire réfléchir sur quelle information on met sur une bouteille. Quand tu vois une bouteille et que tu vois une information factuelle qui est sur une bouteille, c'est le degré d'alcool. Ah, tu as un vin, tu as 13, 14, 15, 16, 17. Ben, il y a beaucoup de dégustateurs, malheureusement, qui font leurs achats de foire au vin ou autres, qui vont regarder le degré d'alcool et qui vont, avant de goûter, regarder oh, ce vin, il est à 15, 16 degrés, qu'ils goûtent, qui font oh, il est trop alcooleux. Non, mais tu sais que le vin qui est à 12 est quand même meilleur, enfin le vin qui est à 13 est quand même meilleur que celui qui est à 12. C'est bien connu. Mais c'est ça le problème, c'est que les gens vont essayer de confirmer une idée préconçue que 12 degrés, c'est mieux que 13, c'est mieux que 14, c'est mieux que 15. Or, on fait une dégustation à l'aveugle et tu verras des vins qui sont peut-être à 17, qui sont dans le roussillon, qui ont une buvabilité, une digestibilité qui est énorme et qui se boit avec un niveau d'acceptation et de plaisir qui est peut-être meilleur qu'un vin qu'on aurait servi à 12 degrés parce qu'il a une acidité trop tranchante et qu'il est incapable de nous donner du plaisir. Ouais, donc, mais c'est là, le biais de confirmation, il est là. Des raisins qui ne sont pas mûrs. Quoi. Et puis, voilà, des raisins qui ne sont pas mûrs. Il y a plein d'éléments qui justifient ça. Mais tu vois la facilité que le cerveau a à faire ça, et même si tu en es conscience, même si tu sais que tu vas te faire piéger par un élément visuel et qu'il ne faut pas le prendre en compte, ben le fait de le savoir, c'est déjà en train de te biaiser et de modifier un peu ton raisonnement. Alors, avant de conclure, est-ce que tu peux nous donner 5 tips pour arrêter de se faire piéger par notre propre cerveau? Alors, moi, j'en donnerais un au départ, c'est en dégustation, mettez votre ego au placard. C'est pas mal. C'est clair que c'est un exercice, c'est vraiment un exercice d'humilité, la dégustation, surtout quand on essaie de jouer à un jeu d'identification, le jeu de beaucoup de geeks du vin qui essayent de déguster à l'aveugle et de savoir qu'est-ce que c'est. On se plante beaucoup, hein, et ça, je pense que tu pourras nous expliquer que tout le travail d'humilité que toi, tu as dû faire dans ton exercice pour atteindre le niveau dans lequel tu es arrivé, de meilleur sommet d'Europe, c'est un travail d'humilité. La dégustation, c'est un travail d'humilité. C'est un travail d'humilité aussi parce qu'on a vite compris, quand on commence à goûter beaucoup de vin, le niveau d'incertitude dans lequel on se place dès qu'on goûte un vin. On goûte un vin et en fait, il y a tellement d'informations qu'on est… Je prends une image simple, mais on est un peu devant un banc de poissons et il y en a un qu'il faut capturer, mais lequel je vais prendre. Il y a tellement d'informations sur quelle information je vais réussir à me baser pour juger, pour qualifier ce vin, pour le décrire. Et ça, c'est
un élément qu'il faut prendre en compte, c'est que le vin étant complexe, il faut peut-être avoir une discipline d'analyse du vin. Et c'est là, à mon avis, dans la discipline analytique, il y a cette idée de faire des focus attentionnels sur l'acidité, les arômes, les tanins. Et c'est peut-être une discipline au départ, pour les gens qui ne comprennent pas un petit peu les choses, qui peut les aider à avoir une approche cartésienne. Certes, mais ça ne suffit pas. Ça suffit pas. Et comme tu l'as bien dit, à un moment, toutes ces informations arrivent tous en même temps. Il faut avoir une vision globale de l'objet. Aussi parce que ces dimensions interagissent. L'odeur interagit avec la saveur. Et on sait que la présence d'une odeur peut augmenter le seuil de sensibilité d'une saveur et vice-versa. La présence d'une saveur peut changer la sensibilité d'une odeur. Donc, il faut aussi avoir un aspect global. Et ne pas négliger l'idée que quand on regarde un objet global, c'est-à-dire regarder l'harmonie d'un vin, par exemple, son équilibre, cette notion d'équilibre, de longueur, de complexité, de dynamique. Je parle de dynamique ici temporelle. C'est des éléments qui sont très globaux, mais qui nous parlent de comment tous les petits éléments qu'on a analysés avant, les petites odeurs, les petites saveurs, les petites textures, les petites. On n'a pas parlé aussi, mais tout ce qui est piquant, irritant, ça c'est un élément constitutif du vin. Dans le vin, il y a des éléments qui sont aussi piquants, irritants, comme l'éthanol par exemple, qui ont presque une valeur de poivre, si vous voulez, un peu dans le vin. Tous ces éléments-là sont en conjonction et fabriquent une image globale. Ensuite, une fois que tu as cette image globale, il faut essayer aussi d'écouter ton ressenti. Ce que tu appelles ton ressenti, c'est sentir à l'intérieur. C'est à la fois tes émotions, comment tu goûtes ce vin. Est-ce que c'est un vin qui te met en tension? C'est un vin, au contraire, qui est très apaisant? C'est un vin confortable ou c'est un vin, justement, qui est plutôt inconfortable? Est-ce que c'est un vin ennuyeux ou c'est un vin qui t'intéresse? Ces questions-là sont importantes. C'est important aussi d'écouter sa réactivité, comment ton corps réagit face au vin. On a parlé de salivation plusieurs fois, c'est un mot que Sylvain a utilisé aussi. Écouter comment ton corps réagit face au vin, par ta salive, mais aussi de ce qui se passe après, dans ton corps. Ça, on l'a tous vécu une fois. On a un vin magnifique dans le verre, on le goûte, il a l'air d'être somptueux, mais bizarrement, quand il est le temps de finir son verre pour attaquer un autre vin, on n'arrive pas à le finir, parce que ce vin est comme s'il y avait un frein quelque part qui nous empêchait de le boire et qui nous invite à ne pas finir le verre. Ce qu'on parfois on retranscrit sous le terme de buvabilité, digestibilité, qui sont ici pour nous parler du fait que notre corps aussi goûte le vin, notre œsophage, notre estomac, notre intestin. Et ces organes parlent à notre cerveau, mais de manière complètement inconsciente. Et ça, ces couches d'informations qui viennent se superposer aux dimensions conscientes que tu as en bouche, ben, le cerveau l'utilise aussi pour juger d'un vin. Là, ce vin, au départ, il était sympa, mais tu n'arrives pas à le boire. Tu vois, ce genre de réflexe-là doit te dire quelque chose du vin. Moi, je rajouterais même que notre esprit et notre âme goûtent le vin. Oui, alors, et ton âme, n'oublie pas ça non plus, c'est que ton âme peut agir aussi sur ton corps. Et l'expression corporelle que te donne ton vin, quand tu as un vin qui te raidit comme ça et qui te met en tension, ou un vin qui t'invite à être apaisé, presque à t'endormir sur une méridienne, ce n'est pas les mêmes émotions qui sont ressenties dans ton corps, ce relâchement ou cette tension-là. Ça te parle aussi, et ça participe aussi à la description du vin. Donc, écouter tous ces paramètres-là, je pense que c'est une recommandation que je dirais, et d'être capable de changer ses focus entre une dimension très globale du corps, dimension d'harmonie et dimension d'acidité, de la présence de tel ou tel arôme. Tout ça fait un tout, mais il faut être capable de changer de focus, quoi. Et ça demande une discipline de travail. Peut-être ça demande ces petites béquilles que tu offres là avec du bandeau, d'écouter avec plus d'attention ses sensations en fermant les yeux. Tout ça est là pour nous donner un coup de pouce, pour essayer de mieux écouter, de prendre une discipline, une rigueur. Et à la fin, on n'en aura plus besoin. Rassurez-vous, c'est quelque chose que vous n'allez pas emporter partout. Vous n'allez pas aller au supermarché, mettre votre bandeau et commencer à faire une dégustation de vin. Ce n'est pas l'objectif. Le but du jeu, c'est au contraire d'être capable d'activer ce processus-là tout seul, sans le bandeau. Vous allez activer le mode bandeau sans le bandeau. Il n'y aura plus la béquille. Voilà, exactement. Voilà, on sera autonome. Exactement. Bon, ça fait un petit peu plus d'une heure qu'on est ensemble. Gabriel, je vais te passer le mot de la fin. Justine, peut-être en conclusion. Très, très intéressant de pouvoir se dire qu'on n'est pas fou, que nos ressentis peuvent être en partie expliqués aussi, et c'est agréable. Et merci d'avoir vulgarisé encore une fois toutes ces choses qu'on ne comprend pas toujours.
Merci. Voilà, il y a une mission de partage et c'est bien d'avoir un. Voilà, on est souvent dans un aspect un peu poétique, etc. C'est bien de mettre un cadre un peu scientifique à tout ça et d'avoir un fondement juste et de faire unir la poésie, l'amour et la science pour aller vers la connaissance suprême de notre être et de ce que le vin a à nous raconter dans notre cœur et dans notre âme et dans notre verre. Un petit mot de conclusion. Santé. Santé. Tu vas rajouter quelque chose, mais en tout Juste cas, pour voilà. le passage, nous, on sirote un vin rouge de Sicile. Ah oui, Oriana, très bien. Ariana, ouais. Chez Ariana 2010, le Frappato 2010, voilà, Super. parce qu'aujourd'hui, on avait une journée de formation sur les vins italiens. Voilà, donc voilà. 2010, il y a une belle vibration, c'est vraiment joli. Parfait. Et le mot de la fin pour toi. Bonne dégustation à tous. Et puis voilà, gardez l'idée que le vin, c'est aussi l'art du langage, l'art du partage. Et il ne faut pas seulement apprendre à goûter par soi-même, mais aussi goûter avec les autres. C'est aussi une école, l'école du partage. Et donc, ce travail de retranscrire ses perceptions et de prendre des notes aussi, c'est un exercice il faut mettre le pied à l'étrier pour petit à petit commencer à avoir des automatismes et gagner en confiance. Et le but du jeu, c'est de gagner, comme on le disait, gagner en plaisir et gagner dans le plaisir d'être attentif, le plaisir d'écouter, de comprendre les messages du vin. Je pense que c'est ça le message ultime. Bonne soirée à vous tous. Vas-y. Je dirais à dans 15 jours pour notre prochain. Dans 15 jours, voilà, donc on est en train de finaliser le thème, donc vous recevrez ça. On vous concocte quelques très belles surprises, voilà, mais on n'a pas encore finalisé tout, donc vous recevrez ça dans la newsletter. N'hésitez pas à venir nous voir pour voir les vidéos de Gabriel, le groupe Dégustons Autrement, hein, qui est un groupe de connaissances sur la dégustation intuitive géosensorielle gratuit. Sur Facebook, n'hésitez pas, il y a des contenus sympas, vous pouvez poster aussi dessus. Merci à vous tous de votre fidélité. On va renvoyer l'enregistrement, bien sûr, de toutes les personnes qui se sont inscrites, on envoie le replay intégral de l'intervention de Gabriel. Merci à vous tous de votre fidélité. Et comme on dit au pays du vin, large soif et grand bonheur dans vos cœurs. À bientôt. Au revoir à tous. Salut, bye bye. Bonne soirée.